Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de revenir pour un nouveau live et une nouvelle preview avec vous. Désolé pour ces 2 petites semaines où on ne nous a pas donné trop de contenu. On avait besoin de prendre quelques vacances pour justement reprendre des forces avant ce début de saison très, très attendu. Comme vous le savez déjà, la saison a déjà commencé, on a déjà entamé la week 0 et on avance tout doucement sur la week 1 et de très gros matchs qui doivent arriver. On va vous en parler un peu plus par la suite. Je vais commencer par vous présenter mes deux amis qui sont toujours présents. On garde toujours la même équipe. Le premier, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va super, content d'être de nouveau dans un monde connecté pour pouvoir continuer à parler du NCAA football et super excité à l'idée de ce début de saison. Enfin, ça démarre après 8 mois d'attente. Super content qu'on puisse enfin y aller. Exactement. Et donc, pour être transparent avec vous, justement, donc mes deux amis, donc Bertrand et que je vais présenter juste après, et Rosu, étaient en vacances. On a quand même essayé de voir ce qui était possible pour vous présenter un podcast. Et malheureusement, au niveau du réseau, ça n'allait pas trop pour l'un comme pour l'autre. Mais merci quand même d'avoir essayé. Et du coup, Bertrand, salut mon ami, comment vas-tu? Oh, ben, très bien, effectivement, enfin, c'est la saison qui reprend. Enfin, on va pouvoir s'occuper les week-ends et regarder nos équipes préférées et d'autres équipes aussi pour faire des retours du mieux qu'on peut. Enfin, voilà, enfin, on est libérés. Nos samedis sont occupés à des choses constructives. Exactement. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, ce que je voulais également vous préciser, c'est que on a eu quelques retours au niveau de ce podcast qu'on avait fait sur les rivalités entre États, Inter et États. On a eu quelques retours positifs. N'hésitez pas à faire des retours à ce niveau-là. On essaiera, on a encore quelques-uns de côté qu'on veut vous parler. On essaiera de les mettre un peu durant la saison pour essayer de vous animer au mieux le collège football. Mais là, vous l'avez compris, donc on va commencer dans le vif du sujet. On a un nouveau type de podcast, j'ai envie de dire, une nouvelle programmation pour vous parler de chaque week qui va arriver au niveau de la NCAA. On a décidé de le découper en 2 parties. Donc là, attendez-vous à un podcast un peu plus court que les semaines à venir, étant donné qu'on n'a pas énormément de matière pour vous parler ce soir, enfin aujourd'hui. La première partie que nous voulons mettre en place, ça va être une partie coup de cœur ou coup de bambou. Comme son nom l'indique, coup de cœur, ça va être soit pour un joueur, soit pour une équipe, soit pour les deux, un coup de cœur qu'on a eu lors de la week précédente. Il y aura un choix par intervenant, donc vous aurez 3 choix du coup pour cette partie-là. Et la partie coup de bambou, donc c'est à l'inverse, un joueur ou une équipe, une nouvelle fois, qu'on a moins aimé, peut-être qu'on attendait et que finalement on a un peu déçu. Et encore une fois, ce sera un choix par intervenant, donc vous aurez également 3 coups de cœur, 3 coups de bambou, soit d'équipe, soit de joueurs. Et donc dans cette deuxième partie, là on vous parlera des previews de la semaine à venir. Donc ça va être adaptable selon les weeks. Parfois ce sera 5, 6, 7, on pourra aller jusqu'à 10 matchs. On va essayer de ne vous faire pas des podcasts trop longs, mais on essaiera de vous parler des matchs les plus importants que nous pensions être les plus importants en tout cas. Là, on a essayé de sélectionner en fonction des attentes. C'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas encore eu de matchs joués, etc. Mais on essaie de faire vraiment pour l'instant. On va vous présenter 6 matchs les plus importants à nos yeux. Mais par la suite, vous savez qu'on va vraiment être dépendant de l'actualité de chaque week. Et donc, ce sera vraiment un podcast qui pourra évoluer au fil du temps selon l'actualité qui se présentera. Voilà, donc on va commencer directement par notre première partie. Donc, comme je vous dis, la partie coup de cœur, coup de bambou. Je vais peut-être vous présenter tout de suite mon coup de cœur, comme ça après ce sera plus simple pour Bertrand et Rosu de parler du leur. Il n'y a pas énormément de matchs qui ont été joués dans cette week 0. On a essayé de faire un peu de se consulter pour faire des coups de cœur ou des coups de bambou différents. Moi, mon coup de cœur que j'ai voulu vous présenter, donc je vais me remettre dessus, c'est le quarterback
Western Kentucky, Maverick McClure. C'est une petite université face à c'était Sam Houston qui est aussi une petite université. C'est pas le match qui était le plus attendu. C'est pas le quarterback le plus attendu non plus. Mais justement, je trouvais ça intéressant parfois de mettre un peu la lumière sur des joueurs qu'on parle moins. Et surtout qui font des performances très intéressantes. C'est un senior, donc il a quand même déjà pas mal de matchs derrière lui, donc c'est pas un novice, j'ai envie de dire. Mais il nous a quand même fait un match, donc pour une victoire quand même 41-24, donc quasiment 20 points d'écart, c'est quand même énorme du part de cette équipe. 41 points, c'est quand même sympa aussi offensivement. Et donc il a mis 401 yards à la passe, avec 65% de passes complétées. Donc en plus, ça a quand même été correct. J'ai plus la stat en tête, mais je crois qu'il a quand même essayé plus de 50 passes. C'est quand même pas mal, 50 passes pour un match de football américain. Sur ce nombre de passes qu'il a fait, du coup, il a mis 3 TD et 0 interception. C'est toujours sympa de voir 65%, 0 interception. C'est un mec qui est resté propre. Et en plus de ça, il a accompagné d'un TD à la course de 7 yards. Donc un match assez complet pour lui. Il a su mener son équipe à la victoire, même si ce n'était pas le match le plus attendu. Je trouvais ça sympa de justement mettre un peu la lumière sur ce genre de Ouais, et joueur. puis Western Kentucky, Voilà. c'est un petit programme qui monte, qui est complètement inconnu il y a quelques années et qui commence un peu à faire parler de lui. Un peu à l'inverse de Sam Houston, qui à un moment, il y a quelques saisons, avait bien marché. Et puis, bon, peut-être que là, maintenant, ça retombe un petit peu. Mais un petit programme qui monte, Western Kentucky. Et puis surtout, sans être fan du joueur ou le connaître vraiment, Maverick McIvor. Il a un petit nom déjà sympa qui mérite la sélection, rien que sur son nom. Juste sur son nom, je vais parler de lui. Il y a des joueurs comme ça qui ont des noms sympas. Chaque année, il y en a qui s'amusent à faire la team des noms rigolos. Donc celui-là, je pense qu'il peut en faire partie. Il est candidat sérieux. Surtout que s'il continue à nous faire ce genre de stats, c'est sûr que son nom avec les stats comme ça, il va faire parler de lui. L'avantage, c'est qu'il ne va pas jouer non plus contre des grands programmes, donc il va peut-être pouvoir. Voilà, donc il aura l'occasion de gonfler un peu les stats, ouais. Même si c'est pas non plus, il n'est pas annoncé comme un. C'est pas un top, enfin pas top, je peux utiliser le mot top, mais c'est pas un des top 50 QB de football, quoi. Par exemple, ça reste quand même. L'année dernière, il n'était pas loin des 4 milliards, par exemple. Il a fait un peu plus de 3800 yards à la passe l'année dernière, ce qui est quand même assez honorable pour la peine. Très honnêtement. C'est assez honorable et comme Roger a dit, ça reste à mettre entre guillemets que c'est quand même face à des programmes plus simples. Un peu l'image d'un Genty qu'on a parlé beaucoup la semaine dernière, qui a fait des stats de monstre, mais il n'était pas en SEC, quoi. Petite passe D pour la SEC en plus, ça fait plaisir. J'espère du coup que vous avez regardé le documentaire sur Netflix. J'ai eu pas mal d'avis partagés. Moi personnellement, j'ai pas trop accroché. Moi, je l'ai vu aussi. Je trouvais ça pas mal, mais pas non plus révolutionnaire, quoi. Bon, c'était sympa de voir un peu pas mal de choses. Apparemment, South Carolina était content que c'est eux qui avaient le plus de temps dans le documentaire, mais pourtant, j'ai pas trouvé. Chaque épisode, on les voit. Je trouvais par exemple que le focus était beaucoup plus gros sur LSU. Je trouvais que le c'est LSU, je pense. Donné à LSU, il était peut-être de plus grosse qualité, ou c'était plus des trucs un peu dans le coaching, etc. pour LSU, j'ai trouvé. Alors que South Carolina, c'était un peu plus généraliste, peut-être. Mais bon, c'est toujours bien de faire un peu parler de soi. Non, c'est sûr, mais je trouve ça sympa justement de mettre des équipes comme ça en avant, comme South Carolina. Puis bon, à côté, voilà, c'est bien aussi de mettre des gros programmes en avant comme LSU. Je m'attendais à voir un peu plus sur vous savez qui, malheureusement. C'est pas comme si on n'avait pas de lumière, on a déjà assez de lumière, mais bon, ça aurait été bien quand même d'avoir un petit bug, quoi. Voilà. Mais même moi, c'est plus la façon dont ça a été filmé, comment ils amenaient les épisodes, où je trouvais que c'était un peu brouillon. C'était bien par contre sur Vanderbilt. J'ai bien aimé avec. Ouais, Vanderbilt, il y avait un bon suivi avec Lavia, Jack Lavia. C'était vraiment sympa. Justement, pour comparer un peu, juste pour fermer un peu cette parenthèse à ce niveau-là, mais Arnox, vu comment c'est filmé et scénarisé, ça n'a rien à voir. Je suis en train de regarder les épisodes justement qu'ils font sur les Bills. Eux, franchement, on voit que c'est des pros. Hein. C'est impressionnant comment c'est vraiment. poussé, quoi. Tu suis un truc avec
le temps, tu suis mieux dans le temps, en fait. Alors que là, c'est vrai que l'efficacité, j'ai Ouais, l'impression que c'était un exactement. peu du Les avant-arrière tout Brunons, le ouais, temps. c'est un peu le sens, ouais. J'étais moins fan. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Je sais pas si certains de nos auditeurs ont C'est Diego regardé ou Pavia, non. En tout cas, quarterback de j'espère. Vanderbilt. Diego, ouais. J'ai On dit voit les Jack. gens de Texas qui regardent de haut les autres programmes de SEC. On les voit. Ouais, justement, c'est drôle parce que c'est le match que je vais aller voir, moi. Texas contre Vanderbilt. Donc, je pourrais le voir en direct, notre ami Diego. Je te ferai des petites photos si tu veux te souvenir. Mais c'est parce qu'en fait, c'est Jack Laravia et c'est un nouveau joueur des Lakers. C'est pour ça, en fait, Ok. que je dis Jack. Au cas où. Le rapport est J'étais- loin, mais vas-y. Il faut aller chercher. Ouais, non, mais c'est pour essayer de me défendre un petit peu, tu vois, pour dire, bon, j'ai une petite culture NBA, donc c'est pour ça que j'ai dit Jack Laravia. Ouais. Ça ressemble. Enfin, bref. Bah donc, du coup, je sais pas qui a envie de commencer, nous présenter son coup de cœur, son coup de bambou, je ne sais pas. Allez-y, Rosu, tu as envie de te lancer Bah vas-y, moi là-dessus? je vais commencer moi par un coup de bambou. Et le coup de bambou, ce sera sur les Kansas State Wildcats euh, qui jouaient Évidemment. contre Iowa State. Kansas State qui peut quand même avoir des ambitions cette saison. Ils ont leur quarterback qu'on a, qui a Avo Johnson qui pourrait jouer éventuellement le Heisman. On parle de lui, c'est un joueur qui est assez complet. Et en plus, c'était un match qui se jouait donc en Irlande. Donc c'est un match c'était le premier match vraiment à être diffusé sur la télé nationale américaine de toute l'année. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent ce match en Irlande. C'était à midi pour les États-Unis. Et il y avait l'occasion, je pense, de faire autre chose face à une équipe d'Iowa State qui est un peu hypée, mais qui a perdu quand même ses 2 gros stars receveurs à la draft. Bon, moi, je considère pas quand même comme un ogre. Mais et en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Déjà, ils ont commencé le match avec un fumble sur un punt de Dylan Edwards, qui en plus, non seulement il rate son catch sur le punt, en plus il se fait casser, du coup le mec a pas pu rejouer derrière. Donc c'est un peu la star de l'équipe quand même, donc déjà ça commençait bien. Ensuite, il y avait un temps quand même bien irlandais, ça pleuvait beaucoup, Tout à etc. fait. Donc il y a eu pas mal de fumbles, de trucs comme ça. De chaque côté. Ouais, voilà. Mais mon coup de bambou, il vient surtout Ouais. sur le coach de Kansas State, Chris Klieman, qui, à mon avis, il a tué son équipe à vouloir tenter des 4e tentatives dans des circonstances qui, à mon Un peu avis, fort. l'imposaient pas, puis il s'est fait manger à chaque fois. Donc j'ai mis le coup de bambou pour Kansas State parce que pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied. En National TV, comme on dit ici. C'est-à-dire que tout le monde les a vus se trouver. Donc ouais, un peu dommage pour cette équipe de Kansas State. Bon, ils ont quand même la saison pour se reprendre, mais dans cette conférence Big 12, bon, il n'y aura pas non plus trop la place à beaucoup de défaites, donc c'est un gros joker de griller. Ils étaient annoncés haut en plus dans le classement, Ouais. avec un bon bilan. Ils étaient top 20, 17e, il me semble. Donc c'est vrai que c'est une sous-perf quand même pour eux Ouais, puis d'entrer surtout comme ça. la manière, quoi, parce que là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, quoi. En plus, ouais, ça quoi dépend du coaching. Et donc j'ai vérifié, il y avait 2 fumbles de chaque côté Ouais. dans ce match. Et 4 fumbles en tout, c'est quand même pas mal. Hein. Et ouais, je sais pas du coup Bertrand si tu veux nous parler de ton choix. On va faire un sur deux comme ça. Moi, je vais faire mon coup de cœur et puis on parlera de mon coup de bambou après. Moi, mon coup de cœur, c'est la quintessence des histoires de Cendrillon du college football avec le kicker de Hawaï qui s'appelle Kanzai Matsuzawa. Je m'excuse d'avance pour la prononciation parce que je suis pas un spécialiste. Qui est un kicker qui est arrivé, qui a une histoire assez incroyable et qui, au match dernier contre Stanford, mais j'en reparlerai un peu après, a mis le field goal de la victoire quasiment à la dernière seconde. Et c'est un jeune homme qui a une histoire complètement
la quintessence du college football et des histoires. Voilà, c'est un jeune qui a découvert le football américain à 20 ans en venant faire des vacances aux États-Unis, alors qu'il était serveur dans un restaurant quelconque. Et en fait, il a vu un match de NFL aux États-Unis et il s'est dit, je veux être kicker. Il est rentré au Japon. Il a appris comment à faire des coups de pied sur YouTube. Il a réussi à persuader après un college dans l'Ohio de le prendre. Il a fait une année, il a transféré à Hawaï et il finit par mettre le field goal de la victoire. Donc c'est vraiment le gars qui sort de nulle part comme ça, qui a jamais été hyper sportif non plus de sa vie et qui finit en college football et puis qui met sur la week 0 le field goal de la victoire. Donc c'est la belle histoire de Cendrillon. Et moi, voilà, ce genre de truc, c'est vraiment le college football. C'est vraiment ce qui fait le college football. Des petits jeunes qui sortent de n'importe où comme ça, avec des histoires un peu rocambolesques, parce qu'on ne s'imagine pas que nous, en France, voilà, on pourrait être mis sur le devant de la scène comme ça, alors qu'il y a à peine un an, il était en train de servir des steaks dans un restaurant. Voilà. C'est vraiment à l'image des États-Unis, tout le temps des histoires, comment on dit, le rêve américain. Encore un qui le représente bien. Ça, on est tout à fait là-dedans. Heureusement qu'il a voulu être kicker plutôt que quarterback, parce que sinon ça aurait été un peu plus dur aussi. Ça aurait sûrement été un peu plus dur, effectivement. C'est clair. Ça aurait peut-être été encore plus impressionnant si le mec il passe de serveur à 20 ans, QB d'une équipe comme en première div. Je pense que ça, on va pas le voir de sitôt, par contre. Non, pas tout de suite. Je pense. On est pour ça, on va rester dans les films sur Netflix pour ce genre de scénario. Ça n'arrive que là, d'ailleurs. Du coup, moi, je vais enchaîner avec mon coup de cœur, parce que c'est sur la même équipe de Hawaï. Très belle transition. Mais moi, j'ai choisi le quarterback redshirt freshman d'Hawaï, Mika Alejado, qui nous a sorti un match impressionnant. Alors, en termes de stats, c'est 210 yards à la passe, 2 touchdowns à la passe et 36 yards à la course. Donc, vous allez me dire, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, ces stats-là. Et je vous dirais, oui, vous avez raison, mais les circonstances du match étaient assez dingues pour lui, sachant que première fois que donc Stanford engage, ils mettent un 3 points. Ensuite, sur le kick, le returner de Hawaï laisse un rebond au ballon et ensuite appelle un fair catch. Ce qui marche pas. En plus, tout près de la ligne de touche, donc il aurait pu la laisser sortir en touche, ça aurait fait une pénalité. Et du coup, le ballon se trouve à être posé là où il a demandé son fair catch. Et c'était donc à 2 yards de la ligne. Donc on se dit, ça commence bien pour Hawaï. Ils vont commencer sur leurs 2 yards. Mais bon, ils auraient pu s'en sortir. Et premier play offensif d'Hawaï. Le quarterback se fait sack fumble, recouvert par Stanford, touchdown pour Stanford donc. Donc on peut dire un début de match offensif pour Hawaï absolument catastrophique. Même défensivement, s'il commence avec un 14-0, non, Stanford? Je ne me souviens plus. 10-0. Et donc, pour un freshman quarterback, on pense que ça aurait pu le mettre au fond du seau pour le reste du match. Et finalement, il a réussi quand même à s'en sortir. Ils ont plutôt bien joué, dans la mesure de leur capacité aussi. Mais comme on l'a dit, ils s'en sortent avec la victoire. Donc se remettre de ça, c'était déjà fort. En plus, il s'est fait sac dans le 3e quart-temps. Et après ça, toute la fin de match, il boitait comme je ne sais quoi. Et donc, il a mis un touchdown donc juste avant la mi-temps. Donc pareil, dans les 2 dernières minutes. Juste avant la mi-temps pour se remettre un peu à l'endroit son équipe. Ensuite, après, blessé, il arrive quand même à les porter jusqu'au bout pour se mettre en position du field goal. Donc, c'est plutôt le contexte que j'ai voulu mettre en avant que les statistiques du gars, parce que je trouve que se relever de ça, c'est assez balèze, surtout pour un freshman. Donc, bravo à lui, Mika Alejado. Tout à fait. Et c'est très intéressant, justement, l'exemple que tu nous choisis, parce que parfois, on a trop à se focus sur les stats.
On sait que c'est important dans les sports américains, les stats. On est peut-être même trop focus sur les stats. Mais parfois, il y a aussi l'effet de jeu et il y a comment se déroule un match. Le fait d'être, comme tu l'as dit, écrasé tout en bas, il y en a beaucoup en étant en première année comme ça qui auraient pu s'aider. Et lui, finalement, il fait quand même des stats correctes, pas énormes, mais il fait surtout des stats corrects derrière ce qui s'est passé. Et en plus, il, entre guillemets, fait partie de ceux qui donnent la victoire à son équipe. Parce que même si c'est le kicker qui donne, mais il fait partie quand même de. C'est lui qui a amené son équipe jusque-là pour justement arriver à pouvoir gagner de 3 points. Je me souviens 3 points, plus ouais. du score Ouais, final. 20-23. Ouais, du coup, c'est le field goal. Voilà, Ouais, le exactement. contexte ça joue beaucoup. C'est vrai que quand on regarde de loin et qu'on ne regarde pas les matchs, on ne le voit pas forcément. Mais par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure sur Kansas State et Iowa State, la météo elle était vraiment dantesque, quoi. Donc on n'espère pas non plus voir un receveur faire un 250 yards et je ne sais quoi dans des conditions pareilles, quoi. Et de même qu'un running back, on va dire, ouais, il a fait je sais pas combien de fumbles dans l'année. Ouais, mais est-ce qu'on se rappellera que le gars, il a fait la moitié de ses fumbles alors qu'il pleuvait comme je sais pas quoi. Ça joue, quoi. Mais justement, c'est intéressant parce que Avery Johnson, je sais plus, il y avait 273 yards quand Ouais, même ouais, non, mais à la passe. Donc avec c'était un les beau match, conditions, on va c'était quand dire, même pas mal. quoi. Mais bon, Mais c'est vrai que ça aide pas, hein. par exemple, je suis scout, je préfère justement aller chercher, c'est un exemple, je vais pas aller chercher le QB d'Hawaï qui justement a su se relever et a su faire gagner son équipe, plutôt qu'un mec qui va jouer par exemple à un match comme Kansas State où il fait des grosses stats mais qu'ils n'ont pas la victoire. Ouais, bah, le QB d'Hawaï, malheureusement pour lui, il fait 1m75, donc il sera jamais à NFL, les Ouais, gars, cette année. c'est sûr que c'est pas un bon exemple parce qu'on peut pas comparer les deux. C'est pas une clé. Bah, après, notre ami Lavia, il va peut-être choper une troisième, quatrième place. Ça reste là. Ils l'ont Il a bien mis déjà en avant quand 53 ans en même. plus, notre ami Diego Pato. Donc... Ouais, ça, c'est un Il a problème redoublé aussi. quelques fois. Il a redoublé quelques fois. Au bout d'un moment, il faut arrêter, stop les mecs. Faut arrêter Ils font 10 saisons en NCAA, comment c'est possible? C'est les Covid de College Football Player. Ouais, c'est incroyable. Sinon, du coup, toi, Bertrand, c'est du coup un Eh ben coup oui, de mon bambou. coup de bambou, moi, c'était pour l'équipe justement qui a affronté les Rainbow Warriors d'Hawaï. Du coup, c'est les Stanford Cardinals qui, bon, on n'attendait quand même pas grand-chose d'eux cette année, mais là, premier match, on commence, c'est quand même, on part sur un 10-0, on dit que c'est bien. Enfin, on s'est dit, ça y est, la machine est lancée. Hein, c'est quand même une fac historique. Enfin voilà, moi, ça me chagrine un peu. C'est une fac qui a été créée en 1893, si je dis pas de bêtises, avec des grands noms. Hein. Non, 1891, je suis en train de vérifier, 1891. Pour les plus récents, hein, des joueurs quand même assez importants, Christian McCaffrey, et puis on a Andrew Luck, et puis on a un certain John Elway, qui est très connu, même si maintenant il s'est retiré, il est sur le bord du terrain là, aux Broncos. Et qui a fait, voilà, qui est quand même un des quarterbacks assez légendaires de la NFL. Voilà, on sent que la saison va être difficile du côté de la Californie et de Stanford. Et ce premier match nous l'a prouvé à 100%. Alors même si, effectivement, je le répète, on n'attendait pas grand-chose d'eux. Mais on sent que ça va être laborieux pour un programme qui est quand même historiquement un pilier du college football depuis de nombreuses années, qui était sur le devant de la scène il y a encore un peu moins, enfin 10 ans, en 2015, quand McCaffrey était encore chez eux. Et là, ça s'enfonce doucement dans une espèce de marasme depuis plusieurs années. Et c'est dommage parce qu'on a besoin aussi que des belles facs, surtout qu'au niveau universitaire, enfin au niveau scolaire, c'est une fac qui est quand même assez connue pour son excellence. Et là, c'est fastidieux. Puis à regarder, c'est poussif, quoi. C'est poussif. Alors même si Hawaï a fait une bonne partie, mais enfin, c'était poussif quand même, quoi. C'était pas une qualité de jeu énorme. Il n'y a pas de gros noms en face, hein, je le répète. On n'attend pas quelque chose de Stanford particulièrement, mais un minimum. Et là, ça part très, 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 très mal. Et je pense que la saison va être très, très longue pour nos amis californiens. Ouais, et puis pour rajouter un peu, pour tirer sur l'ambulance, Stanford, ils sont coachés par Frank Reich, qui était le head coach des Indianapolis Colts il y a quelques années. Et comme offensive coordinateur cette saison, ils ont justement Andrew Luck, oui. qui sort un peu de sa retraite, qui était en retraite prématurée en tant que joueur, hein, parce que c'était quand même un bon quarterback, souvent blessé, mais bon quarterback.
Et ouais, pareil, justement, sur la fin de match, ils ont voulu un peu jouer la montre, etc. Puis au final, ils se sont fait avoir. C'est retourné Donc, contre ouais, les eux. gros noms, ils sont sur le coaching staff et ça s'est pas vraiment vu dans ce match-là. Première ratée, oui, c'est clair. Premier raté, ça sera malheureusement, vu le niveau de jeu, pas le dernier, j'ai l'impression. Tout à fait. Mais vous l'avez compris, on parle à peu près des mêmes matchs, mais bon, il y a eu 5 matchs qui ont été joués. Donc, pour les previews précédentes, pour le podcast prochain, on aura plus de matière quand même pour parler à ce niveau-là. Et puis, ils n'ont pas un calendrier facile, cette année, on va- Stanford. Parce que ça va jouer à BYU, ça va jouer contre SMU, Florida State, Miami, North Carolina, Notre-Dame, tout de même, pour ouais. finir l'année. Je pense que la saison va être très, 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 très compliquée quand même. C'était c'était sûrement leur match le plus facile là, qui viennent de. Ouais, viennent de un perdre. des plus faciles en tout cas. Enfin, Un des un plus des faciles, plus ouais. abordables, mais c'est vrai que le reste de la saison, aller gagner un match là sur le reste de la saison, vu ce qu'ils ont montré. Bon, j'espère pour eux qu'ils vont pas faire un 0 pointé, mais j'en mettrai pas ma main à couper non plus. Quoi. Ouais, juste rajouter, C'est clair. avant qu'on finisse avec les résultats de la semaine précédente, juste un petit mot sur les Kansas Jayhawks, qui ont fait une prestation très solide contre Fresno State. Kansas qui a une chance à jouer aussi en Big 12. Donc eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait le boulot proprement. Donc intéressant à noter dans cette Week 0. Exact. C'est important aussi de signaler quand une équipe fait le taf, une équipe est favorite et fait le taf. En plus, 31-7, on sait les résultats, vous pourrez aller voir sur ESPN ou sur les autres sites. On essaie de pas trop s'attarder sur les résultats, mais c'est clair que c'est important quand même de signaler ce genre de résultats. Donc, pour entamer cette deuxième partie, donc là, on va rentrer sur la prochaine week. On vous a du coup sélectionné 6 matchs. On va vous en parler dans l'ordre chronologique des matchs, tout simplement. Même si le premier, c'est peut-être le plus intéressant, malheureusement, c'est le prochain. Ouais. De façon générale, on peut quand même dire qu'il y a du lourd sur cette week. Ah oui. Il y a du très lourd. On est gâté pour une vraie première journée, on est quand même gâté. Hein. Préparer le café, il va falloir tenir toute la nuit. Je me rappelle pas autant de gros matchs en week 1 et surtout un match comme ça, genre celui dont on va vous parler tout de suite, ça remonte un petit moment, je pense. Pour vous l'avez tous compris, évidemment, on va vous parler du Texas Ohio State qui est prévu donc samedi 30 août à 18h, heure locale. Non, heure française. Ouais. Heure française, ouais. C'est midi. Heure de chez nous, c'est midi là-bas. Ce qui d'ailleurs a créé une belle petite polémique. Ouais, pour ce genre de match, évidemment. Donc c'est à Ohio Stadium, évidemment. J'allais dire on joue. Texas joue à l'extérieur. On va essayer de rester neutre. Si, je vais être kicker, je vais essayer, on va aller voir pour voir si ça marche ou pas. Pourquoi pas? Putain, je me suis dit, je vais peut-être faire serveur à Austin, il y a peut-être moyen de choper un truc. Nous, on a le soccer, donc du coup, en Europe, il y a peut-être moyen de trouver une bonne petite place. Mais sinon, pour parler un peu, introniser ce match, on a là peut-être 2 équipes, pour ma part en tout cas, je pense, dans le top 5 niveau attaque et niveau défense. Donc, c'est 2 équipes très complètes. Avec énormément de joueurs importants sur toutes les lignes, des joueurs très attendus, une revanche à prendre pour une des équipes par rapport à la saison dernière. On va commencer, je vais te laisser la parole d'abord à toi, Bertrand, nous parler de ce match. Avec impatience. J'y pense même pendant mes vacances, je n'ai pensé qu'à ça. Heureusement que je n'avais pas de réseau parce que je pense que j'aurais ma famille ne serait pas rentrée avec moi, je pense tout simplement. Mais oui, puis alors ça reste un match hyper attendu, mais avec quand même pas mal d'incertitudes pour la peine, notamment sur les postes de QB pour les 2 équipes. Là, on a 2 QB qui vont commencer vraiment lancer leur saison. Alors toute la hype du coup est vraiment leur carrière même. Hein. Oui, leur carrière, oui. Ouais. Et toute la hype est vraiment, toute la pression est plus du côté de Texas et sur Arch Manning qui est attendu, comme le Messi à Austin, et du coup qui est attendu au tournant par tout le reste des États-Unis. 2 grosses défenses, c'est la revanche de la demi-finale
des playoffs de l'année dernière. Ça joue là-bas. C'est la deuxième année de suite que Texas, en plus, joue le champion défendant, hein, parce que Ohio State, c'est les champions en titre. Bon, l'année dernière, ça nous a souri. Hein, à Michigan, on les a étriés chez eux. Bon, bah, moi, je vais croiser les doigts pour qu'on fasse la même chose, mais j'y crois pas étrier, en tout cas. Mais en tout cas, ça sera un match serré. Je suis pas sûr que ce sera le même match, ouais, mais ça va être un match hors conférence en même temps, donc il peut être 2 fois plus dur que les autres. Voilà. Allez, ça commence. On va prendre les pop-corn pour le match à 18h. Non, voilà, je crois s'il y a vraiment un match, de manière assez objective quand même sur le week-end, à ne pas manquer, je pense que c'est celui-là. Si vous ne connaissez pas le college football et que vous y mettez seulement à cette première... c'est pour vous, c'est la première saison. Et c'est un match à une heure regardable. En plus, 18h, c'est quand même assez rare d'avoir des gros matchs à cette heure-là. Donc... voilà, il faut y aller. Il va y avoir une ambiance, à mon avis, de fou furieux à Ohio State. Voilà, c'est Texas. Ils sont pas aimés non plus, donc ça va être chaud sur le terrain, ça va être dur. Tout le monde a tout approuvé. Texas qui est classé numéro 1 en pré-pool, forcément, ils vont avoir tout approuvé. Ohio State qui sortent de champion en titre sont vexés de pas être classés numéro 1 à leur place. Donc ils sont numéro 3. Ça va friter, quoi. Ça va friter. Il va y avoir de l'engagement et j'espère qu'il y aura du beau jeu surtout. Pas forcément un gros score peut-être à attendre, mais on va dire que pour les amoureux du beau jeu, je pense qu'on va plus partir sur un bon gros match. Ce sera du beau jeu défensif. Ouais, c'est pour les matchs de la saison aussi. Hein, il y a plus d'automatisme en général en fin de saison pour les attaques. Généralement, exactement, les défenses sont prêtes plus facilement et surtout pour le premier match, les défenses, ils ont envie d'en découdre directement. L'attaque, ça met un peu de temps à se roder. Surtout que, comme tu l'as dit, Bertrand, c'est 2 nouveaux QB starters pour cette équipe. Vous savez qu'en plus, comme c'est 2 grandes universités, il y a énormément de joueurs qui sont draftés chaque année. Donc, ça fait beaucoup des meilleurs joueurs qui partent, avec certes plus de facilité pour eux aussi de recruter, South Carolina. Je sais que tu as envie d'en parler niveau financier, mais donc du coup, ça fait tout le temps des nouvelles effectifs, nouvelles équipes à remettre en place, donc les cartes sont rabattues chaque saison, et donc ce sera intéressant de voir ce premier match-là, comme tu dis, à une heure ultra sympa pour nous. Puis même pas qu'au niveau financier, au niveau de l'aura, au niveau de la capacité à être toujours dans les gros matchs de la semaine, à être regardé en permanence pour chaque joueur qui veut se faire un nom. Si tu arrives à être starter dans une de ces 2 équipes-là, c'est clair que les scouts ils te verront. Donc effectivement, pas trop de problèmes pour recruter. En général, c'est assez rare qu'ils jouent des true freshmen. Ceux qui jouent dans ces effectifs-là en tant que true freshman, en général, c'est quand même des superstars. Hein. Donc ouais, ils ont toujours énormément de stock, même s'ils jouent leur équipe 2, ce serait déjà à costaud. Ça reste beau. Mais justement, j'ai une petite question pour vous. Au niveau de ces 2 équipes, que ce soit attaque ou défense, peu importe, c'est pour ajouter un peu de contenu à tout ça. Quel joueur pour vous est le plus attendu au niveau de ce match, ou un joueur que vous avez envie de mettre un petit focus? Par exemple, je lance un peu le truc, Arch Manning, tu l'as un peu dit, on sait qu'il va y avoir de la lumière autour de lui à Texas. De l'autre côté, je dis du coup les 2 directeurs, mais Jeremiah Smith, c'est un peu annoncé comme le numéro 1 des receveurs avec Ryan Williams. Donc, ces 2 joueurs, je pense, qui vont être un peu plus regardés que les autres. Est-ce que vous, du coup, vous avez certains mecs comme ça, vous pensez, je pense à Wisner aussi, côté Texas, je pense qu'il va être bien scruté cette année. Je sais pas. Pour Bertrand, en défense, du coup, parce que là, on parle quand même. On met souvent l'attaque. Beaucoup d'attaques, mais en défense, voilà. En tout cas, pour Texas, moi, j'attends un gros match de Anthony Hill Jr., qui a fait une saison l'année dernière très, très forte, mais qui, là, du coup, gagne en expérience, gagne. Et vraiment, c'est le patron de la défense. Moi, je l'attends avec son numéro 0. En défense, je vais avoir un focus sur lui, clairement, pendant les matchs, pour voir comment il gère la défense, et puis quel impact il va avoir contre une grosse équipe, ce qui a été un peu moins le cas pendant la demi-finale. Et là, du coup, je pense qu'il a à cœur aussi de se racheter. Et je crois que
la défense est quand même assez piquée à l'orgueil au niveau de Texas par rapport à ce match de demi-finale de l'année dernière. Et ouais, ils vont vouloir marquer d'un grand coup ce premier match. Et ils gardent quand même des gros calibres. Ouais, on a eu beaucoup de retours sur la défense. Justement, moi, un que j'attends beaucoup, et c'est là où on va dire on est un peu moins bon, c'est dans le jeu aérien, c'est Malik Mohamed. J'attends beaucoup de lui et je pense que ça peut être une saison très importante pour lui. Et si jamais il veut finir dans le premier tour, je pense qu'il va finir dans le premier tour, enfin, à voir en tout cas. S'il veut finir dans le premier tour et le plus haut possible, je pense que ça va être ce genre de match-là qui vont vraiment être regardés pour les scouts de NFL. Et pour toi, du coup, Rosieux, est-ce que tu as un joueur j'attends de voir un peu ce qu'il vaut, le quarterback d'Ohio State, Julian Sayin, voir ce qu'il donne. Ohio State, c'est plutôt l'effectif en général qui est très fort. Les quarterbacks, c'est pas toujours la panacée. Ils n'en ont pas forcément besoin compte tenu de tout ce qu'il y a autour. Mais bon, quand même intéressant de voir ce que ça donne. Et puis surtout, le retour du safety Caleb Downs en défense. Lui, il est vraiment attendu comme un top joueur. Hein. Je pense que s'il avait été à la draft la saison dernière, il aurait déjà été drafté très très haut. Donc attention à lui pour notre ami Arch. Et on va voir ce que ça va donner. Après, si je veux donner un peu, pour évidemment défendre Texas, parce que comme lors de notre preview, j'essaie gagnant pour ce match, je trouve qu'offensivement, ils sont peut-être un peu moins complets et un peu moins d'armes cette saison quand même. Ils avaient quand même 2 gros coureurs au Ohio State l'année dernière. Là, cette année, je ne me souviens plus, c'est quoi le nom du titulaire, c'est James People. Ça reste pas du même calibre que Jenkins et Anderson, dont Anderson qui a déjà fait parler de lui chez les Patriots, avec un retour de coup de pied pour un TD. Mais du coup, défensivement, ça reste très costaud Ohio State, mais je trouve qu'offensivement, ils sont peut-être un peu moins petit cran en dessous que la saison dernière. Ça peut peut-être être un atout pour nous, pour Texas, surtout que pour le coup, défensivement, on a annoncé quand même une des équipes plus solides. Hein. Oui. T'as envie de... Rosy, t'as pas Non. Aucun truc négatif à dire là-dessus. Les States sont moins bons, etc. J'allais dire... En tout cas, on vous le souhaite, comme dirait... Oui, après, la vérité du terrain peut être tout autre. Comme dirait un homme de couloir. Il veut nous porter l'œil, c'est sûr. Non, c'est vrai que moi j'ai toujours un peu de difficulté avec ces prédictions un peu trop tôt dans la saison, sans avoir vu trop jouer personne. Alors c'est vrai que Texas, on a beaucoup de monde qui revient, donc on les connaît. C'est un peu moins le cas à Ohio State, mais ouais, comme le disait Rosu tout à l'heure, le problème c'est qu'ils recrutent tellement bien, ils recrutent tellement des bons joueurs qui aussi vivent dans l'ombre pendant plusieurs années des titulaires et donc apprennent à leur contact. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils sont quand même quasiment prêts. Et avec un coaching staff qui est solide depuis de nombreuses années, même si je ne suis pas fan de Ryan Day et qu'il a failli se faire virer l'année dernière, mais il a fini par gagner le championnat, donc c'est pas pour rien non plus. Donc voilà, c'est un très gros match avec Texas qui revient sur les devants. Voilà, mais comme le football américain, ça reste quand même très aléatoire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ça clique pas au bon moment. C'est aussi très tôt dans la saison. Mais bon, les deux équipes le jouent aussi très tôt dans la saison, en sachant que très bien que si une des deux équipes perd, ça va pas que voilà, ça jouera pas sur leur saison, sur la qualification en play-off en fin d'année. Donc voilà, mais ça reste le plus gros match de la première journée, clairement. Ça ne jouera pas, c'est pas déterminant, mais malgré tout, ça fait quand même un joker d'utiliser. C'est ça. Il n'y en aura pas beaucoup des jokers. Hein. Non. Donc, en fait, je pense que c'est surtout selon le fait du match qui va beaucoup jouer. Si jamais une équipe perd, mais de pas grand-chose, que le dos était bon, on va dire que la dynamique peut rester comme intéressante. Si là, par contre, il y a une des équipes qui un peu se fait marcher dessus, qu'on voit que Manning, ça commence à être un peu fragile, ça marche beaucoup la confiance aussi. Hein. Si jamais ils ne rentrent pas très bien dans leur premier match, un mec comme Arch Manning, si jamais dès le premier match, il te fait des grands stats, il fait gagner Texas, face au tenant du titre,
Ah oui, là tout de suite, attention, la confiance, ils vont rentrer dans un Ah, mood puis différent que si le il a mec. pris un peu la confiance cette semaine, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration qu'il a mis, mais voilà, il a dit Ouais, qu'en fait, qu'ils ouais, avaient pas, enfin que c'était pas tout le monde qui jouait contre eux, c'était eux, enfin que c'était Texas qui avait mis une lumière ouais. rouge sur tout le monde en mode cible. Donc on est sur autre chose là quand même. Donc il prend un peu la confiance, mais voilà, Ah, il parle, voilà. hein, il assume, hein, Mais du c'est bien. coup, Après, bah, voilà, jusqu'à présent, il s'était encore pas trop exprimé. Moi, je trouvais ça plutôt bien justement. ouais. Et là, voilà. Alors moi, je me rassure, je me dis que s'il a pris la confiance, c'est qu'il n'a pas peur, justement, et qu'il a vraiment confiance et qu'il sait qu'il est costaud. Voilà, je me rassure comme je peux avant le match de samedi. Bah, c'était pas trop l'image qu'on avait habituellement de lui. C'était plus un gars cool, Oui, c'est fun ça, et puis tout. Et très pour le discret, moment, quoi. Voilà. l'image qui sortait. Voilà, là, il prend les devants de la Voilà. scène. Et là, Ça devient le QB numéro 1 de l'équipe numéro 1. Donc il faut qu'il y ait son statut qui il a répète lancé le aussi. boomerang. Attention à bien le rattraper quand il revient. Exactement. En tout cas, ce match va être très attendu. Vous le comprenez, mais on est un peu plus long sur ce Donc, match j'en parce que connais c'est qui vont peut-être. serrer les fesses samedi après-midi. Hein. Oui, bah, Ouais, moi, je vais c'est faire de clair. l'huile, hein, clairement. Hein. C'est le moment d'ouvrir quelque chose. Enfin, oui, oui. Enfin, ça dépend, parce que si le match commence bien, mais bon, voilà, avec Texas, moi, depuis 20 ans, des fois, il y a des matchs qui commencent bien et puis qui finissent très mal. Donc, bon, on va. Voilà, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, clairement. Et les Buckeyes sont difficiles à tuer. On l'a vu l'année dernière. Je préfère justement me taper moi au stade direct dès la week 1, comme ça on rentre dans le vif du sujet, que me taper une équipe un peu plus faible et puis des matchs pièges, on les connaît aussi. Justement, tu rentres un peu mou, genre se taper Virginia Tech, tu rentres un peu mou, etc. Et au final, tu te fais taper contre une équipe plus faible. Là, ta saison elle peut être compliquée, mais on en parlera, Dans quelques on en instants. parlera Non, par parce la qu'il suite. n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Dans nous pas qui prenons des longtemps. balles perdues. Donc, Exactement. Bon, il y en a un qui sera attendu aussi dans le prochain podcast, vous inquiétez pas, on va en parler de tout ça. Mais donc, pour faire donc dans l'ordre chronologique des matchs, le prochain c'est Alabama contre Florida State, le même jour, le 30 à 21h30, chez nous, heure française aussi. C'est à Florida State. Alabama qui est annoncé dans le top 10 du collège football. Hop, pardon, ça a coupé. Le 8e. Oui, huitième, ils je sont crois, classés c'est ça? 8, là, c'est ça. Ouais, huitième. Florida State, on en parle un petit peu. Ils viennent d'une saison dernière assez compliquée. Il y a eu pas mal de nouvelles recrues, une sauce qui à prendre également. Euh, pour vous, c'est un match à sens unique ou vous pensez quand même. Vas-y, Alors, Marc. ouais, pour ma part, clairement, je vois mal, vu la saison de Florida State l'année dernière. Alors, même s'ils ont fait un recrutement correct, hein, à l'intersaison, euh, je vois mal comment Florida State pourrait la acquitter la machine de guerre qui est le Crimson Tide. D'ailleurs, enfin, je viens de regarder là sur le match-up prédicateur d'ESPN, hein, c'est 90% de chances de victoire pour Alabama et 9, enfin 10% du coup pour Florida State. Bon, moi j'espère que Florida State, un peu comme Stanford tout à l'heure, je dis c'est des facs quand même voilà importantes, des programmes importants. On a besoin que ces programmes importants Historique, oui. soient sur le devant de la scène. Ça serait bien qu'ils reviennent. Alabama, je pense que pour un premier match, ça me paraît un peu hors de portée. Pour toi, Roger, du Bah, coup, moi, je vais encore jouer un petit peu solo. Je vais pas dire que Florida State va gagner ce match. Mais je pense que oh là Florida là. State, ils ont touché un peu le fond l'année dernière. Ils ont touché le fond dans un contexte aussi qui était particulier. Donc, l'année d'avant, avec leur quarterback qui s'était fait casser le genou, etc. Et où ils s'étaient fait sucrer des playoffs. Ça leur avait mis un sacré coup au moral. L'année dernière, bon, ils avaient un quarterback pas terrible. Ils n'avaient pas réussi à se relever de ça. Cette année, par contre, ils ont pris Thomas Castellanos de Boston College, qui est un QB d'expérience, plutôt bon. Donc c'est plutôt en leur faveur. Et puis je pense que voilà, c'est le moment un peu de rebondir pour eux. Donc je ne les vois pas du tout aussi mal que l'année dernière. Et par contre, Alabama, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'ils fassent attention parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de recrues, etc. Mais bon, il y a quand même pas mal de joueurs d'Alabama
qui sont de la région d'Alabama qui signent ailleurs. Eux, ils viennent avec un quarterback qui débute, entre guillemets, Ty Simpson. Donc voilà, l'expérience, ce sera au niveau quarterback, en tout cas, elle sera clairement côté Florida State. En plus, ce sera à Florida State, que quand même une belle ambiance aussi. Donc attention à Alabama. Ça peut. Tu penses que Florida peut le prendre? Sur une week 1 comme ça, avec un quarterback qui débute, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, pour Florida State. Vaut mieux les prendre là que week 10, ça c'est clair. C'est là. C'est sûr. Après. Non, j'ai pas dit qu'il les battrait. Bon, ça me dérangerait pas de voir Alabama chuter. Oui. Mais mettez-moi j'espère voir un match correct et pas forcément un match à sens unique. Après, ça arrive, mais j'ai bon espoir de voir un match plus compliqué qu'attendu peut-être pour Alabama. Parce que Alabama, l'année dernière, le Kellen DeBoer, il n'a pas non plus montré que c'était Nick Saban le retour. Donc, oui, c'est sûr. Parce que lui, pareil, il a la pression malgré tout. Parce que s'il n'enchaîne pas trop cette année, ça va être vite dur pour lui. Ça a déjà été évoqué en fin de saison dernière, le fait ils ont fait juste un bowl, je crois. Ils sont pas allés en playoff. Ouais. Et ça a déjà été vécu comme une saison demi-ratée. Mais comme c'était une saison de transition, en gros, c'était sa saison de transition. Bon, voilà, c'était un peu son sursis. Là, clairement, deuxième saison, dans un programme comme Alabama, il ne faut pas se rater. Et clairement, l'objectif, c'est de retourner en playoff à minima, je pense. Enfin, s'il partait avec un quarterback d'expérience, je dirais pas la même chose, mais bon, là, c'est bon d'avoir quand même. Après, moi, je pars du principe, un peu comme on a dit pour le match juste avant, c'est que pour le premier match, souvent, c'est les défenses qui sont les mieux armées pour ce genre de match. Alabama, ils font partie pour moi du top 5 défensif. Florida State, offensivement, c'est sympa, il y a des choses. Défensivement, je ne pense pas que ce soit encore un mur infranchissable. Et au final, Alabama, même si certes le quarterback, on n'a pas trop de sûreté à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de cibles intéressantes pour lui. Oui, non, c'est tout à fait possible que ce soit un crack, sinon il ne serait pas à Alabama. Ouais, oui, clairement. Tout à fait. Donc, ce sera peut-être pas une boucherie comme annoncé par certains, mais je pense quand même que Alabama a de grandes chances de remporter ce match en tout cas. Si je voulais brièvement finir sur ce match, du coup, Rosu, tu nous as parlé un petit peu des joueurs que tu voyais en avant dans ce match. Toi, Bertrand, tu as quelques joueurs un peu comme ça Oui, effectivement, moi j'attends le quarterback de Florida State, Costello. Il est parti de Boston College en disant je vais y arriver. Donc il faut qu'il y arrive. Je pense que s'il veut avoir un rôle à jouer et puis après passer au niveau supérieur, c'est vrai, c'est vraiment plus lui que j'attends. Et du côté de Bama, c'est pas vraiment des joueurs que j'attends, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est la mise à niveau du coaching staff en fait. Et notamment de Bauer qui nous sortent des gestions de match parce que Nick Saban nous a quand même pendant longtemps un peu abonné, alors je vais pas dire à la perfection, mais il était quand même très 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 fort. Et de Bauer, c'est pas l'assurance tout risque et je sais pas si Bama a fait vraiment le bon choix pour en recrutant ce coach-là. Et maintenant il faut qu'il le montre et c'est vraiment lui que j'attends plus qu'un joueur en particulier pour la peine. Ok, j'aurais quand même moi un petit regard sur Ryan Williams. On a parlé de Jeremy Smith juste avant. Je pense qu'ils vont se tirer la bourre entre les deux. Et pour le coup, il y a vraiment le genre de profil qui risque de bien réussir en NFL et faire une longue carrière. Donc c'est sûr, pour ce genre de match-là, j'attends à ce que ce genre de joueurs-là step up un maximum pour justement relever le niveau de leur équipe. Mais on verra ça du coup pour ce pré-match qui est, donc, comme je vous l'ai dit, prévu le 30 août à 21h30. Pour notre troisième match, c'est un match que je trouve très intéressant aussi. Je pense même que c'est peut-être le deuxième meilleur match, on va dire, plus attendu, donc entre LSU et Clemson. LSU qui a annoncé 9e, Clemson 4e pour le moment. Ce match, on est toujours le 30 août.
Enfin, du coup, le tournée plutôt le 31 parce que c'est à 1h30 du matin, heure française, pour chez nous. LSU qu'on a vu pas mal dans le programme justement sur Netflix et sur la SEC. Ils ont réussi à récupérer leur quarterback Nussmeier qui aurait fait une saison. C'est ce qui était attendu pour eux. Est-ce que vous les voyez du coup mieux que la saison dernière? Je pense quand même que Clemson reste favori dans ce match et fait partie pour moi du top 5 des équipes du college football. Et donc vous les voyez comment, vous, les Sioux, si tu veux commencer, Bertrand? Moi, les Sioux, je les vois bien, hein. Enfin, Garrett Nussmeier, le QB de LSU, j'en attends beaucoup. Il est talentueux. La défense, je trouve, ils se sont bien étoffés et ça prend. Et ça va être un des matchs, je pense, en dehors de Texas Ohio State, qui va être très serré. Celui-là aussi, il risque d'être très très serré. Il y a un duel, voilà, Garrett Nussmeier en QB contre Cade Klubnik de Clemson, qui va être intéressant à voir et qui du coup sont aussi deux gros favoris, qui sont sur les tablettes du Heisman. Voilà, il y a du talent, et je pense que ça va être aussi un très très gros match pour la peine. Tu vois qui, toi, du coup Alors moi, j'ai une petite préférence pour Clemson parce que, et encore, quoique, Louisiana, j'aime beaucoup aussi, mais là, effectivement, Clemson, qui je pense est un contender pour aller en playoff et pour aller très très loin, et ils le disent, hein. Donc, je pense que Clemson est un chouïa, mais vraiment, ça ne joue pas à grand-chose sur quelques postes un peu clés, est un chouïa au-dessus. Mais là, très franchement, sur une week 1, je me passerais bien de dire qu'un ou l'autre va prendre l'ascendant très rapidement, parce que là, je pense que ça peut se jouer à la dernière seconde ou vraiment de ce style-là, ce scénario-là. T'en penses quoi, toi, du coup, Rosu, pour ce match? Moi, franchement, c'est le match de samedi qui me plaît le plus. Ah ouais, carrément. Ouais. Le traître. Ouais, parce que c'est deux programmes qui sont intéressants. J'aimerais bien que les deux perdent, mais il y en a au moins un des deux qui perdra, donc c'est bien. Mais franchement, c'est un match qui me botte parce que sur le papier, effectivement, il est assez équilibré. Il y aura une grosse ambiance en plus la nuit. Il y aura tout le stade qui sera en orange à Clemson pour ce match-là. Premier match de l'année. Je pense que ça va être une ambiance de dingue dans ce match. Pareil, moi je vois quand même un peu plus Clemson, ne serait-ce que parce qu'ils sont à domicile. Et puis Clemson, ils ont beaucoup de joueurs qui reviennent là. Ils vont avoir une équipe qui est assez expérimentée, on va dire, à la plupart des postes. C'est pas forcément le cas de LSU, notamment sur la O-line. Donc je donne plutôt un petit avantage à Clemson, mais ouais, vraiment un match que j'ai envie de voir, et je pense que surtout ce sera pour le coup en termes d'atmosphère college football, ce match-là il vaudra son pesant cacahuète, plus que Ohio State peut-être. Déjà c'est la nuit. Ambiance. C'est vrai que la midi comme Clemson, ça, faire un match. Des belles ambiances, donc je pense que ouais, ce match-là il va faire des feux d'artifice, et il y en aura pendant le match, c'est clair. Et petite question pour vous, vous êtes recruteur NFL, vous avez envie de prendre un QB, vous prenez lequel des deux? Oh là là. Là, personne se mouille, personne se jette. Moi, franchement, je préfère que... Je suis pas non plus hyper emballé par Nussmeier. Moi, je partirais plus Klubnik. Ouais, et puis il y a du potentiel encore. C'est ça qui est... Alors c'est sûr qu'en face il y a Klubnik qui est pas n'importe qui non plus, on est bien d'accord. Hein. Plus mobile. O-line beaucoup plus expérimenté pour. C'est ça Klubnik, aussi. Hein, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est quand même mieux aidé. Hein. Ouais, ça joue beaucoup. Ouais, c'est sûr que l'autre, le pauvre, la saison dernière, il n'était pas trop protégé. Hein. J'ai pas fait attention. Il a fini sa saison régulière avec une belle interception dans les bras de notre linebacker. Donc, oui. Et puis Klubnik, c'est un traître. Hein. Je rappelle qu'il est né à Austin, au Texas, et qu'il a préféré partir jouer à Clemson. Donc juste pour ça, je vais prendre Nussmeier. Voilà.
Bon, le fait qu'on ait Manu, moi, ça Oui, me dérange pour pas la qu'il soit peine. parti, hein, au final. Si jamais ça nous Ouais, remet ça derrière. Non, Ah, mais en mais tout cas, par contre, tout va bien, autant tout va l'année bien. dernière, on a eu une QB classe qui était un peu naze. Ah, c'est Autant cette triste. année, il y a moyen que Ah, la ce celle soit. qui arrive, ouais. Ouais, ça va envoyer. Ça dépend de, encore une fois, ceux qui vont se Bah, présenter, en mais je pense que l'occurrence, les Claude deux Nick, sont super, Nussmeier, donc pas Allard, de. ouais, voilà. Droit Allard, c'est Ouais. pareil. Seller, Bah, c'est l'heure, il y a eu que je suppose sophomore aussi. redshirt, Oui, donc bon, on il verra sera s'il pas à fait la une draft cette saison de année, ouf. mais On verra, mais potentiellement il peut en tout cas. Mais bon, c'est pas. Il peut aussi potentiellement. Mais bon, je pense que c'est déjà les trois, là, avec Droit Allard qui risque d'être peut-être les plus hauts, c'est déjà les plus intéressants. Après, à voir ce que vont faire ceux de cette année, hein, en NFL, mais bon, je pense que c'est quand même une classe bien plus supérieure. On va pas trop s'attarder non plus sur ce match, comme ça on va pouvoir essayer d'enchaîner rapidement sur les prochains, avec un match un peu moins attendu que les autres. Celui-là, il est joué le lendemain, le 31 août à 21h. Donc c'est Virginia Tech face à South Carolina. South Carolina qui est dans le top 15 pour le moment, qui est annoncé 13e, bizarrement. Je pense que le fait d'avoir été bien présent dans un petit documentaire sur la SEC leur a donné un peu plus de hype et ah, le fait Rosu monter a dans le envoyé classement. Ouais, a je suis envoyé méchant. quelques dessous de table au top 25 à la Paypool pour les faire monter un peu, je pense. C'est lui qui les a fait monter. Mais c'est après, au vu de leur fin de saison l'année dernière, je trouve que ça méritait quand même. Parce que, bon, comme on l'a dit en off, ils étaient sur 6 victoires d'affilée en fin de saison. Ils étaient dans un très bon rythme, très bien coachés. Rosu, on va te laisser en parler en premier de ton équipe et de ce premier match piège pour eux. Match piège, ouais, donc je vais attendre un peu avant de fanfaronner. Il y a de C'est quoi, prudent. il y a de quoi néanmoins être assez confiant. Je pense que si South Carolina perd ce match, ce sera quand même euh, de leur faute, à mon avis. Ce sera eux qui se tireraient une balle dans le pied plutôt que Virginia Tech qui vraiment gagnerait le match. Il y a Virginia Tech qui a eu quelques bons joueurs qui sont partis à la draft. Ils ont eu énormément de joueurs qui sont partis en transfert. C'est pas un programme qui va forcément dans la bonne direction. C'est un match qui se jouera sur terrain neutre à Atlanta. Donc Atlanta, c'est Important de pas très préciser. loin Ouais. de. C'est en dessous de la Caroline du Sud, hein, mais c'est plus près que la Virginie, on va dire. Donc potentiellement quand même plus de supporters de South Carolina. Mais bon, un terrain neutre. Donc on verra. Je pense qu'il y a pas mal de pression malgré tout sur South Carolina sur ce match-là, parce qu'ils sont un petit peu attendus malgré tout. Quelques joueurs en particulier, donc on connaît la Norris Sellers ou Dylan Stewart. Mais je pense que globalement, l'équipe, elle est assez solide pour cette année. Je vois pas Virginia Tech vraiment battre South Carolina, mais bon, voilà. Week 1, attention, les débuts de saison de South Carolina dernièrement n'ont pas été extraordinaires. Ça s'est fait dans la douleur, même dans des matchs un peu cadeaux de début de saison. Donc ouais, pas fanfaronner. Si ça gagne de 1 point, je prends. Il n'y a pas de petite victoire. J'ai quand même bon espoir qu'il leur mette une dérouillée, histoire de montrer à tout le monde et aux supporters de Texas que c'est une vraie équipe. Et qu'il faudra faire attention pour cette année. Mais bon, pour l'instant, il faut gagner, c'est tout ce qui importe. Si c'est moche, si c'est c'est pas très grave. Mais normalement, il y a de quoi faire à peu près à tous les postes. Vous avez eu une belle annonce en plus cette semaine au poste de run. Ouais, le running back Russell Faison qui vient de Utah State. Moi, j'attends de voir un peu quand même pour lui. Hein. Apparemment, ils en sont très contents, mais bon, voilà, j'attends de voir quand même quand ce sera en SEC parce que c'est pas Utah State ici. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est quand même une belle bête, hein, le gars. Donc voilà, il y a eu Isaiah Augustave qui est arrivé aussi en transfert. Et apparemment, ils en sont très contents aussi. Donc, de toute façon, ils sont trop contents un peu. Ils sont contents de tout le monde. Donc, on verra où est la com et où est la réalité dans ce match. Mais en tout cas, ce sera un match qui sera diffusé donc tout seul. Il n'y aura pas de concurrence à cette heure-là sur ce match. Donc tout le pays regardera. S'ils veulent envoyer un message, c'est le moment aussi. Maintenant, ouais.
Donc bon, à voir comment ça va tourner. Mais j'espère qu'ils seront en mesure d'envoyer un message et surtout de prouver à quelques postes où ils sont peut-être un peu plus underrated, je veux dire. Donc en receveur, linebackers, qu'il y a quand même de quoi faire et de quoi supporter les places fortes, on va dire, que sont le quarterback et le pass rush et la secondary. Donc voilà. Intéressant, voilà. Je n'en peux plus d'attendre. Tu m'étonnes. Mais du coup, par rapport à votre roster au niveau du match, est-ce que tu as, sans parler des noms que tu as pu citer et qu'on connaît tous à South Carolina qui sont attendus, tu as un joueur où tu te dis, voilà, ce mec-là, si step up, ce serait sympa pour nous cette saison, parce que je sais pas, je crois que tu parles de Seller ou de Dylan Stewart. En défense, on va voir ce qu'il vaut le Jair Johnson. A priori, ils en sont très 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 contents de lui. Donc, mais bon, c'est un redshirt freshman, donc on va voir ce que ça donne en vrai. Sur la ligne de linebacker, ils ont aussi recruté Justino Koronko, qui vient d'Alabama. C'est pareil, c'est un redshirt freshman, donc on va voir ce qu'il vaut. A priori, athlétiquement, c'est des Golgoth. Donc maintenant, il faut jouer au football. Et on verra ce que ça donne. Il y a aussi Sean Murphy qui vient de Florida State. Donc cette ligne de linebacker, elle est nouvelle. On va voir ce que ça va donner. On rappelle que l'année dernière, il y a eu un mec drafté au 2e tour, un mec drafté au 4e tour de la ligne de linebacker de South Carolina. Tout à fait. Donc voilà, c'était une des grosses forces de South Carolina. Est-ce qu'ils vont pouvoir step up? C'est un peu la question. Et puis pareil, en termes de receveurs, a priori, il y aura quand même des true freshmen qui auront des chances de faire quelque chose de propre. Mazio Bennett qui sera en sophomore, true sophomore, il a joué l'année dernière et il a bien joué en tant que receveur, donc on va voir ce qu'il va faire. Et puis surtout, bien connu des joueurs de DA College, Nick Arbor, on va voir s'il va pouvoir mettre ses capacités athlétiques au service de l'équipe un peu plus fréquemment. On l'attend, il a fait toute sa off-season concentrée sur le football, il a lâché l'athlétisme pour cette saison. Bon, là aussi, ils disent qu'ils en sont contents, donc on verra ce que ça vaut. Voilà, j'attends de voir encore. Mais bon, c'est vrai que voilà, sur le papier, le mec, c'est quand même une bête athlétique, donc bon, il n'y a pas de raison. Donc ça fait, c'est ce qu'ils aiment. Ça fait les receveurs et les linebackers, c'est vraiment les deux escouades que je vais le plus surveiller. Que tu as bien regardé. Le reste, je me fais pas vraiment de soucis en fait. Donc, Ok. Je l'ai dit un peu tout à l'heure sur le ton de la rigolade au niveau du documentaire SEC qu'ils avaient pas mal montré South Carolina, mais c'est intéressant justement de mettre des équipes comme ça un peu en lumière, si ça peut faire grandir un peu la fanbase, et toujours intéressant aussi, toi qui es sur place, d'avoir ton retour là-dessus, et justement pour certains qui ont envie de suivre l'équipe, d'autres joueurs qu'on parle moins, c'est toujours cool aussi de se trouver des petits choux comme ça dans un effectif, quelqu'un qui fait une saison intéressante. Donc pour toi, ce serait receveur ou linebacker, les deux squads qu'il va falloir surveiller pour le. Qu'il faut surveiller, ouais, c'est plus dans le sens est-ce qu'ils vont pas nous lâcher, quoi. Tout, donc, voilà. On va dire que c'est le poste qui fera un peu la balance pour vous. Si jamais vous avez une bonne squad de receveurs avec 3 coureurs corrects plus Seller à la baguette, si en plus vous avez des receveurs qui s'arrivent à se montrer, ça va commencer à devenir dangereux. Ça peut déjà faire. Ça peut déjà faire quelque chose de sympa. Si en plus derrière, vous avez des linebackers qui sont très athlétiques, qui commencent à bien sentir le jeu, qui s'entendent bien et qui commencent à mettre des gros taquets, ça peut être aussi. Ouais, parce que pareil, la secondary, elle a l'air quand même assez costaud. Il y a un mec qui revient, Just Collier. Vicary Swan aussi qui revient. Et ils ont recruté un mec de NC State qui a été starter en tant que true freshman et qui a fait 2 saisons à NC State, Brandon Cissé, qui apparemment il a l'air pas mal aussi. Ils ont Jalen Kilgore qui revient en safety. Donc bon, il y a aussi la secondary a priori elle est quand même correcte. Donc voilà, tu as un bon pass rush, tu as une bonne secondary. Donc en gros, c'est est-ce que tu arrives à courir contre South Carolina? Si tu n'arrives pas à courir, tu vas être vite en difficulté. C'est compliqué. Ouais.
Tout à fait. Je ne sais pas, Bertrand, si tu veux ajouter quelques Bon, mots justement sur moi, je serais South moins prudent Carolina. que Rosu parce que je suis pas supporter de South Carolina. Pour moi, c'est un match largement à Effectivement. leur portée. J'attends d'eux d'ailleurs qu'ils le montrent. Comme l'a dit Rosu, il y aura personne d'autre à regarder à ce moment-là. Donc, tous les yeux qui attendent du college football depuis, depuis je sais pas combien de mois vont regarder ce match-là. Donc, il faut envoyer un message. Et clairement, voilà, c'est Virginia Tech, les Hokies, c'est en perte libre depuis quelques années. Mais effectivement, attention au match piège. Mais bon, moi, je suis moins prudent parce que j'ai moins la pression pour la peine. Je ferai un peu moins d'huile dimanche Tout à après-midi, fait. enfin, dimanche en fin de journée. Mais pour moi, c'est là. Enfin, il faut qu'ils confirment que c'est à leur portée. Parce que s'ils ne confirment pas que c'est à leur portée, c'est questionnant pour le reste de la saison. Compliqué, ouais. Mais encore une fois, c'est important Voilà, de relever. j'osais pas le dire, mais voilà. Et voilà, merci de l'avoir senti. Mais encore une fois, c'est important de relever ce genre de point parce que pour nous, c'est un peu basique, mais pour certains, de comprendre que des matchs, justement, quand vous êtes les seuls comme ça à l'antenne nationale, il n'y a Tout pas le monde d'autres regarde. matchs. Tout le monde regarde. Et donc, du coup, là, les gens ont envie de faire un step, ils ont envie de se montrer. C'est des matchs là plus intéressants. Tu as des gros matchs où tu as envie de te montrer contre des grosses équipes, mais des matchs comme ça où tu es seul, ça, c'est des matchs où les gens ont envie de se montrer aussi. Donc, c'est sûr que c'est un match qui donne encore plus d'importance pour justement ce South Carolina qui a envie de prouver qu'ils ont cette année leur place en playoff, qu'ils n'ont pas eu malheureusement la saison dernière. Mais donc, du coup, c'est bien de pouvoir justement mettre l'accent sur ce genre de choses. On a été complet pour toi, Rosu, tout va bien. On a parlé assez de South Carolina. Cool. Top. Alors, on va finir avec notre dernière équipe, qui est un match très intéressant aussi. Toujours à. Non, pas notre dernière, pardon, c'est l'avant-dernière. C'est le 31 août, mais bon, c'est à 1h30 du matin, heure française, donc le lendemain. C'est Notre-Dame qui affronte Miami. Donc là, c'est pour le moment le 6e contre le 10e. Notre-Dame qui est annoncé comme un des favoris, ils ont malheureusement perdu en finale, etc. Vous connaissez la semaine dernière, vous en avez déjà parlé lors des précédentes previews. Pour toi, Bertrand, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Je pense qu'il doit hyper aussi. Oh oui, un match très serré. Alors c'est vrai que pour le regarder un dimanche soir à cette heure-là, avec le travail le lendemain, ça risque d'être un peu compliqué. Et surtout pour ceux dont c'est pas forcément la passion. Mais voilà, finaliste Notre-Dame, finaliste malheureux parce qu'ils ont perdu. Donc ils vont avoir à cœur de montrer que cette finale perdue, ça va pas donner le tempo de cette nouvelle saison. Et puis Miami qui revient dans le haut du tableau, qui pareil a pas mal de choses à remontrer. Ça va être un match très très serré, je pense. Moi, je vois quand même un avantage parce que le rooster, notamment sur la ligne, Notre-Dame est, je pense, largement au-dessus. Et comme on dit souvent, qui reviennent. Voilà. Et un match, on sait qu'un match de foot américain, avant tout, ça se gagne dans les tranchées. Et là, je pense que pour la peine, Notre-Dame, ils ont la meilleure ligne offensive quasiment du college football. Donc, et je suis pas sûr que la defensive line des Miami soit assez équipée pour aller chatouiller ces Golgoth de Notre-Dame. Donc, ça veut dire que derrière, voilà, pour ça va jouer dans un justement. fauteuil et ça va pouvoir développer un jeu plus facilement, forcément. Je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, que tu nous dis que c'est l'une des meilleures O-line peut-être du college football. En plus de ça, moi je suis très friand de ça. Pour moi, si tu veux aller le plus loin possible, c'est important d'avoir un bon duo de running back. Ça te permet après d'ouvrir les portes et le jeu de passe est tout de suite plus facile. Là, on a quand même un duo avec Jeremiah Love et merde, j'ai oublié son nom, c'est Jadarian Price, pardon. Un duo ultra costaud et avec une telle O-line en plus, ça risque d'être du feu quand même cette saison. Je pense que ça va être surtout Jeremiah Love qui est quand même annoncé comme le numéro 1 des runs pour le moment. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner cette saison. Et de l'autre côté, on l'a pas encore cité, mais on a quand même du coup, comme vous le savez, quarterback est drafté numéro 1 par les Titans, notre ami Cam Ward. C'est Carson Beck qui arrive justement de Georgia à Miami. Pour l'argent. Qui va être gardé.
pour l'argent, justement, donc il va être plutôt regardé. Pas mal de personnes n'ont pas trop compris ce choix, mais donc on verra comment ça va se passer. Pour toi, du coup, Rosu, tu as envie de faire un petit focus sur quoi? Bah, écoute, moi, c'est un match que je vais regarder voilà, d'un œil un peu neutre. Je pense qu'il y a une équipe qui va arriver quand même globalement en pleine confiance, qui est Notre-Dame. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, qui ont été en finale l'année dernière. De l'autre côté, Miami, bon voilà, nouveau quarterback. On verra ce qu'ils peuvent proposer. J'avoue que je n'attends pas spécialement des miracles. Donc j'ai peur que ce soit un match qui soit plié assez rapidement, pour le coup, celui-là. Donc ce qui vous permettra d'aller vous coucher. Mais bon, ouais, voilà. Miami, je suis pas fan en tout cas. Donc voilà, on verra ce que c'est. Moi, je pense que voilà, la confiance et le comment dire, qui vient de l'année dernière, etc., elle sera clairement du côté de Notre-Dame. Donc je pense que voilà, Notre-Dame, il me semble qu'ils se sont fait avoir sur une week 1 bêtement l'année dernière ou au pire l'année d'avant, mais ils se sont fait avoir bêtement en début l'équipe de de saison. zone. Donc je pense qu'ils feront pas 2 fois la même boulette. Donc ouais, pour moi, je pense que même si ça se joue à Miami, pour le coup, Miami, en termes de college football, c'est une ambiance de merde, franchement. Ils jouent dans le Hard Rock Stadium, qui est un grand stade de celui des Miami Dolphins. Mais bon, c'est pas vraiment une ambiance universitaire. Oui. Pour moi, c'est très, très, très loin de ce qu'on peut trouver ailleurs, notamment en SEC. Donc ouais, je les sens pas plus que ça, Miami. Mais enfin, voilà, week 1, ils peuvent me faire mentir. Mais je pense que Notre-Dame, ils feront pas la même boulette 2 années de suite. Donc toi, tu vois l'Alabama Florida State plus serré que le Notre-Dame Ouais. Miami. Ok, c'est intéressant de relever ce petit point. Je pense quand même, vous voyez quand même Je ne vais Miami pas un mettre peu toute ma supérieur crédibilité en jeu sur la week State. 1. Mais bon. Ça commence pourtant pas assez fort, je trouve. Non, mais on ne sait jamais ce qui peut passer. Notre fois, après, Notre-Dame est, je pense, un peu plus calibré que Alabama aussi. Miami un peu au-dessus de Florida State, donc bon, ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Moi, je voyais quand même un match un peu plus serré là, même si je vois Notre-Dame largement favori quand même. Je suis pas un spécial fan non plus de Carson Beck en plus déjà de base, vu quand il était à Georgia. Donc là, j'attends pas non plus. Ouais, bah, je pense que ça va lui match, faire quand même bizarre de passer de jouer à Georgia avec tous les mecs qu'il avait autour à Miami. Ça va pas être la même chose pour lui. Bah ouais. Du coup, comment même psychologiquement il va gérer ça. Voilà, parce que Georgia, le rooster à côté, c'est 5 étoiles. Georgia, donc, ça peut faire très très mal, hein, effectivement. Et puis les automatismes ne sont pas les mêmes, c'est pas le même cahier de jeu aussi, il faut s'adapter. Enfin, tout à fait. Donc, alors que les autres, c'est un quarterback redshirt freshman qui jouera pour Miami, mais il était déjà là l'année dernière. Pour Notre-Dame. Voilà, pour Notre-Dame, pardon. Ouais. Donc voilà, il était dans le système déjà. C'était une grosse recrue aussi lycéenne, les gars, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Donc on va voir ce que ça va donner, mais oui, et puis ils peuvent se reposer sur 2 gros runnings, on l'a dit, donc ça va aussi enlever beaucoup de pression au quarterback ça va étirer la défense ou la recentrer quand ils veulent. Enfin, c'est vraiment. Je mise plus s'il faut mettre une pièce, je mise plus une pièce sur le QB de Notre-Dame pour jouer plus tranquillement que sur Carson Beck qui va se faire un petit peu chatouiller. Il y a aussi un fait que justement tu nous as donné tout à l'heure, c'est que la O-line, ça fait une énorme différence dans le football américain. Si le mec, il y a, je sais pas trop, mais on va dire 3-4 secondes de plus pour vraiment lire le jeu et pouvoir faire une passe, ça change tout quand même par rapport à une O-line dégueulasse où tu te prends des pressions dans tous les coins. C'est plus compliqué si en plus niveau lecture et que tu viens de démarrer. C'est sûr que là, je préfère rentrer derrière le line de Notre-Dame que derrière le line de, je sais pas, j'ai pas vraiment d'équipe à citer, mais Miami, quoi que Miami, ça va quand même. Ils ont une line assez sympa. Oui, Miami, c'est pas une équipe qui est absolument dégueulasse quand même. C'est pas. Oui.
C'est pas un cadeau non plus d'aller jouer à Miami. En première week là-dessus, mais ouais. Ouais. Mais il part quand même avec beaucoup C'est plus sûr. de garanties et de possibilités que Miami, quoi. Exactement. Donc pour clôturer sur notre petite prévue, donc comme on vous l'a dit, on a sélectionné 6 matchs. On aurait pu en parler de plus, parce qu'il y a quand même des matchs intéressants, mais on ne voulait pas non plus faire un truc trop lourd pour ce début. On va vous parler du match qui se jouera donc un peu plus tard, le 2 septembre, à 2h du matin, heure française, entre TCU et North Carolina. North Carolina qui est attendu, pas pour ses joueurs, mais pour son coaching staff, j'ai envie de dire. Et, donc pour vous, Bertrand, si tu as envie de commencer à parler un peu de ce Oui, match. premier match de Bill Belichick, à la tête des Tar Heels de North Carolina. Donc forcément, avec en plus toute la polémique qu'il peut y avoir sur sa compagne. Là, il y a des rumeurs qu'elle est enceinte et compagnie. Enfin, c'est presque l'extra football qui prend le dessus sur ce match-là. Bon, après North Carolina, Bill Belichick, ça reste costaud. Moi, je les vois quand même un peu au-dessus, en espérant que l'expérience de Bill Belichick va pouvoir apporter pas mal de choses justement aux Tar Heels. Les Horned Frogs, voilà, c'est une équipe qui a surpris il y a quelques années, qui est sorti un peu de nulle part plutôt, qui n'était pas trop attendu. Y a pas de. Bon, on avait fait le tour quand on avait fait les previews de joueurs qui sont vraiment attendus. Ouais, c'est vraiment l'extra sportif et puis le coaching staff. Bill Belichick, premier match en college football. Je pense que c'est quand même assez historique après ce qu'il a pu faire en NFL et c'est ce que tout le monde va regarder. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que ce match est un petit peu décalé pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir admirer ou se moquer, parce que je pense que beaucoup de monde adoreront autant se moquer de Bill Belichick s'il rate la marche. Fait, ouais. Donc voilà, Je pense qu'il y en a plus qui sont là pour justement regarder s'il va rater la première marche que l'inverse, malheureusement. Moi, de l'autre côté, j'avais juste, c'est pas très original, mais c'est le QB Josh Hoover. J'aime beaucoup le joueur, j'aime bien le profil. Et j'ai bien envie de voir justement ce qu'il va faire dans ces dernières années. Il me semble que c'est un senior. Ouais, c'est un il est junior là. Il passe en junior là, oui. Ça va. Ouais, il passe en junior, ouais, donc je pense qu'il va avoir envie de se montrer aussi. Et ça va être cool, je pense, comme premier match contre North Carolina. Ça peut être sympa pour TCU. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, Rosu, de ce match? Ouais, c'est bien que North Carolina ait un match de prime time comme ça. L'année dernière, c'était pas vraiment le cas. L'année dernière, c'était un peu une descente aux enfers pour North Carolina. Après avoir eu les années Drake May, qui avait le même succédé aux années Sam Howell. Donc c'était pas mal. Donc habitant moi-même en Caroline du Nord, c'est une équipe pour laquelle j'ai de l'affection. C'est mon équipe préférée en SEC, on va dire. Donc voilà, moi c'est pas un choix que j'aurais fait d'aller vers le Bill Belichick show, mais bon, on verra comment ça va. Il y a eu beaucoup de changements à North Carolina. Premier match, voilà, on verra comment ça se passe. Moi, je vais surtout regarder leur quarterback Joe Lopez qu'ils ont eu en transfert, voir ce qu'il vaut effectivement. Il vient de South Alabama, je crois. C'est ça. Donc c'était pas non plus un énorme programme, donc à voir ce que ça peut donner. Mais bon, il y a des transferts de partout à North Carolina, donc bien malin celui qui peut dire ce que ça vaut, franchement. Et voilà, moi, Bill Belichick, j'avoue qu'il a perdu quand même pas mal de crédit. Ne serait-ce que avec ses histoires, mais aussi avec genre de mettre son fils dans le coaching staff et tout ça. Voilà, moi, c'est un truc que ça me convient pas spécialement. Bon, on verra comment ça va. Et d'un autre côté, voilà, TCU, j'oublie pas que c'est une équipe qui est allée en finale il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est pas une équipe. Mais Quentin Johnston, je me souviens très bien. Ouais, maintenant, il est dégueulasse avec les Chargers. Avec Kendra Miller qui n'a pas réussi pour l'instant à faire une saison sans blessure avec les Saints, mais bon, qui était vraiment pas mal. Voilà. Bon, j'ai encore parlé de South Carolina, mais le directeur athlétique de TCU qui a rejoint South Carolina cette année, justement. Donc, on va voir voilà, s'il a laissé le programme dans de bonnes dispositions. Voilà, ça me paraît pas impossible. TCU, c'est quand même un beau programme dans une conférence où ils ont un rôle à jouer.
Donc voilà, c'est normal qu'ils aient un peu dû se remettre ils ont été en finale, ils ont été un peu au bout du cycle, il fallait peut-être reload un peu, donc on verra. Donc match intéressant, voilà, complètement indécis en ce qui me concerne. Voilà, j'espère une victoire de North Carolina, mais j'avoue que je ne sais pas du tout quoi attendre de North Carolina. Voilà, et puis je pense que la télé, ils vont me saouler à faire des trucs sur Bill Belichick en permanence. C'est certain. C'est sûr, on parlait que lui, c'est trop long. C'est ça qui va me saouler. Ça va être un peu chiant, je pense. Mais bon, ouais, mardi soir, prime time. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas. Oui. Donc, je regarderai. Et puis, voilà. On vous fera on verra ça. Ce sera mardi soir. Donc, voilà. On n'aura pas forcément le retour d'ici là pour le prochain podcast. Mais bon, ce sera intéressant de regarder ça, en tout cas. Tout à fait. Moi, ce que j'ai entendu, c'est, pour parler un peu en bien de North Carolina, c'est défensivement qu'ils sont annoncés pas mal, avec certains bons joueurs cadres dans cet effectif défensif. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis là-dessus, j'ai envie de voir. Moi, je partirais quand même plus sur TCU, vu de leur localisation, et j'ai un peu plus d'affect pour cette équipe. Mais je pense que ça va être un match serré, pas vraiment de favoris qui se dégagent. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire une saison, nous faire parler que de Belichick et sa meuf qui a 23 ans. J'aimerais bien qu'ils n'ont pas vraiment que de football, et même pour les joueurs, ça pourrait leur faire du bien de parler d'eux. Parce que justement, depuis Drake May, il n'y a plus grand-chose pour mettre en avant. Très récent, Drake May. Oui. Ouais, 2 ans. 2 ans, ouais, ça fait 2 ans. Ouais, mais Drake May, après, on s'en entendait pas non plus comme si c'était. Tu vois, il n'y a pas une hype de fou non plus autour de... Ouais, mais c'était un peu le problème de North Carolina, c'est que c'est un programme qui est très très connu en termes de basket et un peu moins en termes de football. Donc voilà, c'est pas non plus la plus grosse ambiance du college football, c'est un peu plus guindé, on va dire, comme ambiance à North Carolina. Mais voilà, c'est une région aussi où il y a énormément d'universités dans ce coin-là. On n'a pas pu faire justement la preview sur les Carolinas en termes de football, mais juste à côté d'eux, il y a NC State, juste à côté d'eux, il y a Wake Forest. Il y a quand même beaucoup de football dans un périmètre de 25 bornes. Donc bon, faut qu'il se fasse un nom, voilà, aussi en termes de foot. Donc ils ont eu un peu la lumière grâce à Belichick, on va dire. Il y a peut-être ce qui leur manquait un peu avant. Bon, par contre, en termes de rooster, beaucoup de changements. C'est un rebuild complet. C'est clair. Et donc, du coup, pour rappel, tu l'as un peu évoqué, mais donc North Carolina, pardon, c'est l'université de Michael Jordan. D'où le fait qu'il soit un peu plus en lumière du côté du basket. Chaque année, évidemment, ils ont des grosses stars en basket universitaire. Duke aussi, que j'ai oublié de mentionner, mais Duke, c'est pareil, c'est dans les 25 km. Donc voilà, Duke, c'est North Carolina, usine à basket. Des gens, on dit Duke North Carolina, c'est plutôt du basket que du football. C'est clair. Parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a été plutôt clair. On a essayé de faire court, mais finalement, on va se retrouver quand même tout le temps à peu près dans le même range qu'on a habituellement. J'espère que ça peut être trop long pour vous. N'hésitez pas à nous faire un petit retour justement de ce que vous pensez un peu de cette nouvelle programmation pour cette saison. On pourra la faire, comme je vous ai dit, évoluer un petit peu avec le temps en fonction de l'actualité qu'on aura et des petits retours de votre part. Merci en tout cas à Roger et Bertrand de m'accompagner pour cette première saison ensemble. On a déjà eu l'occasion de faire quelques podcasts, on commence à bien se connaître maintenant, mais c'est officiellement le premier podcast pour cette saison ensemble. Et j'espère qu'on va parler de nombreuses victoires de Texas tout au long de la saison. Plus que celle de South Carolina, c'est certain. Ça, c'est certain. Si les deux peuvent être en playoff, c'est cool. Si les deux s'affrontent en playoff, le podcast va être compliqué. Celle-là, je prends un billet pour la Charlotte direct, je pense. Je suis obligé de le regarder avec, c'est sûr. Parfait. Bon, allez, on va pas être plus long que ça. Merci à vous. On se retrouvera du coup la semaine prochaine, justement pour faire le récap un peu des coups de cœur et des coups de bambou, vous l'avez compris, pour
les matchs qu'on a annoncés ou alors d'autres matchs, sait-on jamais. Et on vous refera du coup la petite preview pour notre top match pour la week prochaine, donc du coup la week 2. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Salut.